Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents au moment du déjeuner. Et justement, on va parler de restauration responsable. Comment on engage effectivement les restaurateurs maintenant dans cette démarche de transition écologique? Eh bien, Fairmove solution à la solution, justement. Et c'est avec Eva Genel qu'on va en parler. Donc, Eva, est-ce que tu peux... Donc, le principe, c'est un tête-à-tête. Nous sommes toutes les deux pendant 20 minutes, mais avec les questions du public, avec plaisir à tout moment si vous voulez intervenir. Alors, d'abord, si tu peux te présenter et dire comment est né ce projet d'aider les restaurateurs à faire mieux. Alors, merci. En effet, alors, on a un petit problème technique, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut mettre une oreillette. Demandez l'oreillette à l'entrée, on est en mode silent room, donc c'est avec l'oreillette que vous allez nous entendre. C'est bon. Voilà, donc mon idée a été depuis assez longtemps d'accompagner la transition écologique de la restauration parce que c'est plus facile dans notre vie de changer notre alimentation que de changer la façon dont on se déplace ou encore l'isolation des bâtiments. L'alimentation, c'est quotidien. 3 fois par jour, on est capable de faire un geste pour l'environnement une fois qu'on a compris comment l'alimentation joue sur l'environnement. Donc, partant de ce principe et de cette idée-là, j'ai créé une entreprise il y a donc maintenant 5 ans qui accompagne la transition écologique de la restauration, au départ avec un principe de label. Et puis ensuite, on en est venu à évoluer parce que si on propose un label pour les restaurateurs, en fait, on va s'adresser à très peu de restaurants qui sont vraiment déjà engagés. Et notre objectif, c'était de toucher ceux qui n'ont aucun engagement, qui ne sont pas forcément même intéressés par la transition écologique, mais qui vont y voir un intérêt à partir du moment où on leur aura expliqué les autres bénéfices, c'est-à-dire notamment les bénéfices économiques qui sont associés à la transition écologique. Donc pour ça, on s'adresse vraiment à l'ensemble des restaurateurs, même ceux qui n'ont aucun engagement, aucune conscience écologique presque, et qui vont faire ça purement pour des raisons économiques. À partir du moment où on va toucher à leur portefeuille, effectivement, c'est une bonne raison de s'y mettre. Est-ce que tu peux d'abord nous dire un peu l'impact effectivement de l'alimentation au niveau des émissions de gaz à effet de serre pour savoir d'où on part? Alors, au global, c'est entre 1/4 et 1/3 des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc, sur Terre, tout ce qu'on émet, il y en a un bon quart qui va être lié à notre alimentation, c'est-à-dire tout ce qui permet de produire la nourriture, tout ce qui permet de la transporter, de la transformer, de la distribuer, etc. Et les déchets, bien entendu, aussi. Tout ça représente donc 25% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Si on prend au niveau d'un individu, c'est pareil, à peu près un petit quart de nos émissions individuelles sont liées à notre alimentation. Donc ça veut dire que c'est vraiment extrêmement pertinent de s'attaquer à ce levier-là parce que ça représente beaucoup du total. Et c'est plus facile à changer, comme je le disais tout à l'heure, que de changer son mode de transport ou son appartement. Et en termes d'impact carbone aussi, un repas au restaurant, ça coûte plus, entre parenthèses, qu'un repas à la maison. Donc, c'est important de s'interroger aussi sur ces pratiques-là. Alors, c'est intéressant de penser à ça, effectivement. Lorsqu'on va au restaurant, on a tendance évidemment à prendre entrée, plat, dessert, des boissons, etc. On est dans un local qui est chauffé exprès pour les clients. Donc, bien entendu, l'impact carbone et l'impact environnemental d'un repas au restaurant est supérieur à l'impact du même repas qu'on aurait pris chez soi ou de se faire une lunchbox pour la manger au bureau. Donc c'est extrêmement intéressant de réfléchir à tout ça pour comprendre quelles sont les composantes de cet impact-là et comment on peut faire pour le réduire. Et alors, raconte-nous comment tu fais pour embarquer justement des restaurateurs qui au départ n'ont pas l'idée, ils ont des problèmes de saisonniers, ils ont des problèmes de gestion, d'approvisionnement, enfin ils ont tout un tas de problèmes. Et du coup, comment tu arrives à les mobiliser pour essayer de faire un pas dans cette transition écologique? Alors, tu fais bien de souligner que les restaurateurs ont un métier qui est quand même très compliqué. Ils sont à la fois chefs d'entreprise, ils sont directeurs des ressources humaines, ils sont directeurs des achats, ils sont au four et au moulin, ils ont des employés absents, ils sont obligés de suppléer aux employés absents.
Donc la façon de les mobiliser, ce qui est le plus compliqué, c'est de leur permettre de trouver le temps. Et ça, je n'y peux rien, je n'ai pas de baguette magique là-dessus. Mais en revanche, l'argument qui va vraiment permettre de les mobiliser, c'est l'argument économique. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant en place une démarche environnementale, un restaurateur va pouvoir gagner 20 jusqu'à 20% sur certaines de ses factures, ce qui est extrêmement significatif, surtout dans un métier qui a quand même une marge qui n'est pas extrêmement confortable. Je précise que mon mari est restaurateur, donc c'est pas complètement, voilà, c'est pas totalement anodin. Mari, alors, il est où ton mari? Dans Paris, il a plusieurs restaurants dans Paris. Voilà. Bah, donne-nous les adresses quand même. Bon, c'est une chaîne de restaurants qui s'appelle Mur, qui est basée sur justement un champ, et enfin une ferme, et directement de la ferme jusqu'à la table. Donc c'est un restaurateur engagé. Mûr comme le fruit. Comme le la fruit. mûre. Ah, d'accord, voilà. La mûre, d'accord. Entre parenthèses. Voilà, mais en tout cas, pour les restaurateurs auxquels on s'adresse, qui ne sont pas du tout engagés, eux, ce qui va vraiment les aider, c'est de comprendre que grâce à des économies, notamment moins de gaspillage alimentaire, plus de sobriété énergétique, changer éventuellement certains équipements et certains appareils qui consomment beaucoup pour passer sur des équipements ou des appareils qui consomment moins, eh bien, il y a des économies très significatives à la clé. Donc on estime qu'un restaurateur peut économiser jusqu'à 15% de sa facture énergétique sans investissement, enfin avec des investissements très mineurs de l'ordre de la centaine d'euros, peut-être pour des petits boîtiers qui permettent de calculer et d'identifier les consommations, mais pas d'investissement lourd. Ils peuvent économiser jusqu'à 15% sur la facture d'énergie. Bien entendu, ça va être avec une formation des équipes aux éco-gestes et quelques rationalisations des équipements, rationalisation des cuissons, etc. Tu peux nous donner 2-3 éco-gestes, par exemple, qui sauvent un peu un restaurateur? Alors, par exemple, souvent... On peut peut-être s'en servir aussi à la maison, je ne sais pas. Non, alors il y en a un qui n'est pas applicable à la maison. C'est le fait que le restaurateur, très souvent, lorsque l'équipe de cuisine arrive le matin, première chose qu'ils font, c'est tout allumer. Comme ça va être prêt au cas où. Donc, ils allument le four, ils allument les plaques, etc. Les restaurateurs, quand on leur parle de ça, ils nous disent « Non, mais vous plaisantez, chez moi, c'est pas comme ça. » Et puis, on va visiter la cuisine ensemble et ça manque pas. Tout est allumé. Et en fait, c'est vraiment des habitudes et en même temps, on les comprend parce que ça leur permet de gagner quelques minutes au moment où ils en ont vraiment besoin. Du coup, c'est déjà allumé. Mais la consommation énergétique, la conséquence est quand même assez élevée parce que ça peut rester une demi-heure allumé et chauffé pour rien. Donc avec ce genre de petites choses, ça va être aussi un autre exemple, ce sont les chambres froides et les caves à vin. Il y a pléthore de chambres froides et de caves à vin qui sont répartis dans tout le restaurant, etc. Alors peut-être c'est un petit peu plus pratique, mais ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc lorsque les restaurateurs prennent conscience de ça, souvent ils sont partants pour faire des rationalisations, éteindre et débrancher certains équipements, les consolider, je vais dire, enfin remettre tout dans le même. Et de cette façon-là, ils vont avoir des économies visibles sur leur facture. Donc sur la facture énergétique, est-ce que quand vous vous rendez sur place, du coup aussi dans ces restaurants, est-ce que vous regardez aussi la composition de l'assiette, l'approvisionnement? Bien sûr. Alors on va regarder l'ensemble. Alors l'énergie, c'était effectivement le premier poste, mais enfin le premier poste qu'on regarde parce qu'il est assez facile. On n'a qu'à regarder leur facture d'énergie. Déjà, on est capable de leur dire comment ils se situent par rapport à d'autres, ce qui est toujours intéressant pour eux. On va regarder tout ce qui va être déchets, la quantité de déchets produites, la quantité de gaspillage produite. Et là aussi, il y a des petites choses assez simples qui permettent de diminuer les déchets. Et puis, on va regarder bien entendu la carte parce que les aliments, différents aliments vont avoir un impact environnemental extrêmement différent de l'un à l'autre, qui n'est pas lié à la provenance géographique. Ça, c'est ce qu'on croit souvent. On se dit qu'il faut faire du local. C'est vrai que c'est bien le local, mais c'est surtout bien pour des raisons économiques, pour garder le tissu local enfin voilà, contribuer financièrement au tissu local. Mais d'un point de vue strictement environnement, ça va dépendre plutôt du mode de transport. C'est-à-dire que même si quelque chose vient de loin, du moment que ça a été transporté d'une façon un peu consolidée, c'est-à-dire des camions vraiment bien remplis ou bien du bateau, dans ce cas, l'impact environnemental du transport, il est inférieur à 5% de l'impact total de l'aliment. Ce qui veut dire que c'est vraiment la question de comment ça a été fabriqué. Est-ce que ça a risqué de causer la déforestation notamment? Ce qui va causer la déforestation va avoir un très gros impact environnemental. Et est-ce que les pratiques environnementales de production sont bonnes ou non? Donc c'est plutôt ça qu'on va regarder.
que vraiment d'où ça vient géographiquement. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle parce que c'est très compliqué de manger local. Parce que je peux vous dire qu'au mois de mars, on commence à avoir un peu ras-le-bol de avril, mai, c'est toujours les mêmes légumes d'hiver. C'est pas le... Alors bien sûr, c'est bien de respecter les saisons locales, mais disons qu'on peut quand même se permettre quelques entorses du moment qu'on s'assure de la façon dont l'aliment a été produit et dont il a été transporté. Tu parlais de déforestation pour des aliments, donc en gros vous pointez quoi? Le bœuf quand même. Le bœuf est le plus... Alors, le bœuf, c'est pas lié à la déforestation. Le problème du bœuf, c'est lié à la rumination. Tous les ruminants, le bœuf, le veau, l'agneau, vont avoir un impact carbone assez élevé parce que l'animal, pendant qu'il digère l'herbe, va dégager du méthane qui a un impact carbone assez élevé. La déforestation, c'est plutôt le problème des produits entre guillemets exotiques, donc le café, le chocolat, les bananes, l'avocat, parce que ces produits-là, en fait, il ne pousse que sur une zone très précise. Et donc, quand cette zone-là, la terre est épuisée, on va avoir tendance à s'éloigner de 100 mètres, mais à redéforester un petit peu. Donc, voilà, c'est des zones qui sont en compétition avec les forêts tropicales et les forêts primaires. Parce que je croyais que pour le bœuf aussi, on déforestait pour planter du soja pour nourrir les bœufs. Alors voilà, ça, c'est pas spécialement les bœufs, c'est vrai, ça c'est pour toute la viande. Mais par exemple, en France, c'est plutôt le poulet qui va être le plus nourri au soja brésilien. Mais c'est vrai, ça c'est le deuxième effet, en effet, l'effet indirect, c'est qu'il y a des endroits du monde, notamment en Amérique du Sud, où on coupe la forêt pour faire pousser du soja. Et le soja, essentiellement, c'est pour nourrir les animaux. Donc c'est dommage. Et donc, toi, tu regardes l'assiette et tu leur dis, alors voilà, dans la manière que vous avez de faire votre bœuf bourguignon ou je ne sais pas quoi, comment est-ce que vous pouvez réduire le coût de l'assiette pour augmenter vos marges? Alors voilà, moi je travaille sur le coût environnemental, mais il se trouve que c'est corrélé directement au coût euro. Donc on travaille ensemble pour leur proposer des petites actions toutes simples qui vont permettre de diminuer le coût environnemental et en même temps d'augmenter leur marge, de diminuer le coût euro. Donc très concrètement, bien entendu, ça peut être diminuer légèrement les portions de viande parce que c'est aussi meilleur pour la santé accessoirement. Les clients, ils sont de plus en plus réceptifs. C'est assez amusant parce que les restaurateurs ont tendance à me dire mais mes clients voudront jamais. Mais en fait, quand on sonde les clients de ceux qui ont vraiment, enfin des restaurateurs qui ont mis ça en place, on se rend compte que les clients sont très ouverts, pas à refuser complètement ou pas à se priver totalement de viande, c'est pas le sujet. Mais en revanche, à diminuer leur consommation, ils le font assez spontanément. Et puis, ça va être aussi passer d'une viande à une viande plus sobre. S'assurer justement que la viande n'est pas nourrie avec du soja qui viendrait d'Amérique du Sud et choisir des viandes, disons, garder les viandes de ruminants pour les grandes occasions. Essayer de passer quand même de plus en plus sur des viandes moins carbonées. Mais est-ce que vous conseillez aussi de faire des options végétariennes, parce que ça correspond aussi... au mode de vie maintenant des gens qui font plus attention. Et j'ai l'impression que, puisque moi je suis végétarienne, quand on mange un plat, c'est le même prix qu'avec la viande, mais ça coûte moins cher. Donc j'imagine que c'est meilleur aussi pour le restaurateur. Alors c'est sûr que les options végétariennes sont bien meilleures pour le restaurateur. Il y a beaucoup de restaurateurs qui les vendent un tout petit peu moins cher quand même. Parce que ça, c'est une question qu'on les interroge aussi, on les challenge un petit peu là-dessus, parce que l'idée, c'est de les vendre, c'est pas seulement de les mettre au menu. Donc, on travaille avec eux. Il y a aussi un point, par exemple, c'est comment est-ce qu'on va nommer le plat. Si on appelle ça assiette végétarienne, ça fait rêver personne. Boulette végétarienne, par rapport à, si on appelle ça falafel, par exemple, tout de suite, c'est beaucoup plus vendeur. Donc, on va avoir tout un côté marketing aussi. Il y a des études qui prouvent, des études américaines notamment, qui ont été faites dans des restaurants divers et variés, qui prouvent que selon le temps, selon le nom qu'on va donner à un plat, il va être plus ou moins vendu. Donc, si on veut être un restaurateur et avoir plus de marge, on a intérêt à préparer une bonne carte végétarienne. Voilà. Ça fait partie aussi de la solution. Bon, ça fait tout à fait partie de la solution. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il nous reste encore 5 minutes Je dirais il y a encore du boulot. Enfin, vous avez déjà accompagné combien de restaurateurs Alors, on accompagne aussi les hôteliers dans une démarche un petit peu similaire concernant aussi le petit déjeuner et l'ensemble des consommations de la nuitée. On a accompagné 1 millier d'hôtels, on a accompagné un peu plus de 500 restaurants. Donc, vous voyez que par rapport aux
je ne sais plus si c'est 16 000 ou 17 000 restaurants en France, on a encore beaucoup de marge. Non, en fait, il y a effectivement encore beaucoup de travail et tant qu'il restera des restaurants, on aura encore du travail. Mais on constate quand même que clairement les clients sont de plus en plus sensibles. On voit quand même vraiment des choses. Moi, ça fait seulement 5-6 ans que je travaille sur ce domaine-là et on voit qu'en 5-6 ans, les choses ont quand même évolué. Les restaurateurs sont nettement plus à l'écoute parce que les clients, je pense, les challengent un petit peu. Et donc vous, en tant que client, n'hésitez pas aussi à aller parler avec vos restaurateurs quand vous allez au restaurant, à leur dire que c'est important pour vous. Ça aidera aussi, bien sûr, les restaurateurs à faire un pas parce qu'ils veulent avant tout satisfaire leurs clients. Est-ce qu'il y a des questions parmi la salle sur cette démarche de restauration responsable Pas tout de suite. Peut-être une autre concernant la qualité, on parlait du bio aussi. Est-ce que le bio est un levier quand même? On n'a pas encore abordé. Oui, alors le bio est absolument un levier, c'est extrêmement important, mais il ne joue pas tellement sur l'empreinte carbone. Nous, en fait, on commence par l'empreinte carbone parce que c'est le moyen le plus évident de faire des économies, puisque tout ce qui a un impact carbone a un coût. Dès lors qu'on va réduire l'impact carbone, on va réduire le coût. On va jouer sur la sobriété énergétique, on va jouer sur le gaspillage. J'ai envie de dire, c'est la première chose qui est à la portée du restaurateur et ça va lui faire gagner de l'argent, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même un argument qui est important pour lui. Dans un deuxième temps, une fois que le restaurateur a mis en place ce progrès, il va pouvoir réinvestir. Et là, il va pouvoir choisir des produits bio. Mais comme les produits bio ont un coût un peu supérieur, forcément, ce n'est pas la première action que le restaurateur va mettre en place. C'est plutôt une deuxième action. Le bio a un impact considérable sur la biodiversité, sur la santé des sols, sur la santé des agriculteurs. Donc, évidemment, c'est tout à fait un objectif, mais il arrive plutôt dans un deuxième temps. Peut-être pour terminer, vous parliez au final, un restaurateur que vous accompagnez, il va gagner combien sur sa facture finale, une fois que vous êtes passé par là? Alors, s'il part d'une situation où il n'avait pas du tout commencé son engagement environnemental, il peut donc réduire de 15% sa facture d'énergie, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est assez significatif. Sans investissement, après, s'il fait des investissements, il peut évidemment encore réduire. Et il va pouvoir réduire de 20% ses coûts alimentaires en passant sur une carte plus sobre en carbone, c'est-à-dire plus végétale, meilleur respect des saisons, éviter tout ce qui vient de loin et notamment qui vient en avion, parce que forcément ça a aussi un coût supplémentaire, et substituer, réduire les portions de viande et substituer par des viandes moins carbonées, c'est quelque chose qui va lui permettre d'économiser jusqu'à 20% sur ses coûts alimentaires. Donc franchement, c'est pas mal. Et est-ce que vous favorisez la chicorée? Parce que j'ai lu un article dans Le Monde, maintenant la chicorée revient à la mode, alors qu'avant c'était vraiment ringard et que ça remplaçait le café quand il n'y en avait pas, et que là maintenant on fait des chicorées lattés au lait d'avoine et que ça peut se vendre très cher et que c'est super à la mode. Et ça vient du nord de la France, quoi. Oui, alors on a de plus en plus de clients, enfin de restaurants qui proposent. Alors je pense que le café reste extrêmement majoritaire, il ne faut pas se leurrer pour l'instant, hein, mais de plus en plus de cafés vont proposer aussi l'option chicorée, où d'ailleurs il y a beaucoup d'autres alternatives un peu du même style avec des céréales torréfiées qui ont des goûts tout à fait intéressants. En tout cas, j'invite chacun à goûter ça, c'est toujours intéressant. Oui, ça permet aussi une plus grande curiosité des papilles et d'essayer. Mais ça demande quand même un boulot au départ de repérer effectivement d'autres circuits, d'autres goûts. Oui. Ouais. Bon, merci beaucoup, hein, Eva. Donc Eva Genel, hein, pour Fairmove Solutions. Merci à vous pour votre participation. Et très vite, une question. Alors, il y a une question. Attends, il y a un micro là. Tiens, vas-y. Bonjour. Sur les conseils que vous donnez, est-ce que ça permet aux restaurateurs de finalement transformer les économies en marge, ou est-ce qu'ils revoient aussi en parallèle et ils arbitrent entre ce qui peut être de la marge et ce qui pourrait être une baisse de leur propre carte? Est-ce qu'il y a les deux? C'est quand même plutôt soit de la marge, soit du réinvestissement. C'est-à-dire dans des produits bio, dans des produits de qualité, dans un certain nombre d'actions. Il y a aussi quelques actions environnementales. Ce n'est jamais les premières qu'on propose, mais qui ont un coût. Par exemple, faire collecter les biodéchets, ce qui est obligatoire dans la réglementation, ça a un coût. Tout ce qui est réemploi du verre, il y a beaucoup de choses. Donc ça va plutôt être dans ce sens-là. Merci.
Merci beaucoup. Et on va poursuivre dans 2-3 minutes justement avec Lionel Flasseur et l'association Essentième pour les vacances pour tous. Merci beaucoup.